arrivé chez nous, la pression du gaz est progressivement diminuée. À l'origine, on avait construit le réseau de distribution avec des tuyaux en fonte, mais en vieillissant, ils étaient cassants. C'est pourquoi, maintenant, ils sont remplacés par des tubes en polyéthylène. Oh là là, c'est dur à dire ça. Un plastique très résistant. Avec ça, plus de fuite, au moins pendant 50 ans, normalement. Oh là 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 là, mon aiguille! Qu'est-ce qui lui arrive? Jamy, je crois que la voiture a reniflé une fuite. Bon, bah maintenant, il n'y a plus le choix. On va appeler une équipe d'intervention pour qu'ils localisent la fuite avec plus de précision. Oui, allô? Vous pouvez nous rejoindre? On a repéré une fuite. Eh, Jamy, on rigole pas avec le gaz, hein. Ça peut faire boum! Eh, fais attention, Fred, hein. Alors, à partir de quand ça peut faire boum? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un gaz pur ne brûle jamais. Pour brûler, il doit absolument être mélangé avec de l'oxygène. L'oxygène contenu dans l'air. Tenez par exemple ici de l'air, là du méthane. On ouvre les vannes. Alors en dessous de 5% de méthane dans l'air, il ne se passe rien. À partir de 5%, regardez bien, là, ça s'enflamme. Et ça va pouvoir s'enflammer jusqu'à 15%. À 15%, on éteint la flamme. Maintenant, on va envoyer 20% de méthane dans l'air. Et regardez bien, ça ne s'enflamme pas. On dit que l'air est saturé en gaz. Alors imaginez à présent qu'on ait le bon mélange dans un espace clos, une pièce de maison par exemple. Eh bien, à la moindre étincelle, eh bien, la poche de gaz s'enflamme et brûle instantanément et complètement. C'est ce qu'on appelle une explosion. Avec ses conséquences, les murs qui s'effondrent. On parle du souffle d'une explosion. Pourquoi? Eh bien parce que lorsqu'un gaz chauffe, et ça marche aussi pour l'air contenu dans ce verre, le gaz se détend, il prend beaucoup plus de place. Voilà. Eh bien lors d'une explosion, il se passe exactement la même chose. Sous l'effet de la chaleur, le gaz se dilate et il repousse tout sur son passage. Maintenant, pour localiser avec plus de précision notre fuite, on va utiliser ce petit appareil renifleur. En général, on commence par le promener au-dessus des canalisations et des bouches d'eau, là où l'on trouve le plus souvent les fuites. En l'occurrence, il nous a conduit jusqu'à ce compteur à gaz. Regardez, ici, a priori, on a une bonne fuite. Mais pour en être sûr, on va utiliser un vieux procédé qu'on utilise aussi pour repérer les trous. Sur les chambres à air de vélo, il suffit de mettre de l'eau et du savon. Et s'il y a des bulles, bah, c'est qu'il y a une fuite. Oh, bah c'est une toute petite fuite que t'as là, Fred. Enfin, t'as raison. Vaut mieux prévoir, sinon petite fuite deviendra grande. Quand ce genre de choses arrive, les pompiers n'éteignent pas le feu, ils se contentent d'empêcher que l'incendie ne s'étende. Tant que le gaz brûle, on peut encore le contrôler. Par contre, si on éteint la flamme, le gaz s'accumule et à la moindre petite étincelle, ça risque de faire boum. Ouf, les techniciens de Gaz de France sont arrivés à temps pour couper le gaz. Là, par contre, pas de chance, la maison a explosé. Oh, dis donc, faudrait peut-être que je fasse vérifier ma cuisine, moi. Déjà, je suis en train de voir que vous avez obstrué la bouche d'aération. Bah oui, mais moi l'hiver j'ai froid, alors je bouge tout, hein. Bah oui, mais il faut absolument que cette pièce puisse être ventilée. Bon, d'accord, je vais enlever tous les petits cartons, alors. Et puis, le caoutchouc qui alimente votre cuisinière, Oui. mais il est périmé, regardez. Quelle horreur, vous avez raison, c'est écrit dessus. Un tuyau périmé, ça peut aussi créer des fuites. Bon, tant que vous y êtes, vérifiez aussi mon vieux chauffe-eau, d'accord? Ben oui, parce qu'un appareil au gaz mal réglé, ça peut être très dangereux. On peut s'intoxiquer. Il y a une 50aine de victimes chaque année. Le méthane s'enflamme quand il représente entre 5 et 15% du mélange. Mais lorsqu'il manque de l'oxygène, eh bien on a une combustion incomplète avec de la suie. Et c'est très dangereux parce que de temps en temps, on ne se rend pas compte de cette combustion incomplète. Parce qu'en temps normal, le carbone s'associe toujours avec 2 oxygènes. On a du dioxyde de carbone, pas très dangereux. Mais s'il manque de l'oxygène, eh bien le carbone ne s'associe plus qu'avec un seul oxygène. Du monoxyde de carbone, un poison extrêmement dangereux. Voilà pourquoi, dans toutes les pièces où il y a un chauffe-eau, il faut de l'aération. Alors Fred, ça y est, tu l'as fait ton plein? Tu sais, Jamy, que tu devrais faire rouler le camion au gaz naturel, hein, ça pollue pas, enfin ça pollue presque pas, ça ne rejette que de la vapeur d'eau et du gaz carbonique. Et encore, 4 fois moins de gaz carbonique qu'une voiture qui roule avec un carburant traditionnel, par exemple, essence ou diesel. Tu vois ce que je veux dire? Eh Marcel, il y a Fred qui dit qu'on devrait rouler au gaz. Comment? Eh Fred, il y a Marcel qui dit que ça doit être dangereux. C'est vrai ça, c'est pas très rassurant. Mais t'inquiète pas, Jamy, tout a été étudié. Il paraît que c'est moins dangereux que les voitures à essence, hein. Et puis on en a fait des tests.
Ah, mais il y a un mur au bout, il y a un mur, voilà. Il n'y a plus de mur. Et vous avez vu, après un tel choc, le réservoir a quasiment pas bougé, donc pas de risque de fuite de gaz. Mais qu'est-ce qu'il fait avec son revolver? Il va quand même pas tirer sur le réservoir. Eh ben si, la balle a rebondi sans percer la paroi. Et maintenant, l'épreuve du feu. Pour éviter l'explosion, on a mis au point une soupape de sécurité qui libère le gaz. Il sort tellement vite qu'il n'a pas le temps de s'enflammer. C'est bon Marcel, bouge plus. Allez Fred, envoie le méthane. D'accord, Jamy, mais j'en mets combien? Je fais le plein? Je veux, oui, et que ça saute. Enfin, et que ça gaze, hein. C'est une des séquences vraiment les plus complètes, donc qui part de l'origine déjà du gaz, qui traduit des tuyauteries dans lesquelles on se fait, et puis même qui fait la sécurité et le contrôle même des différents pipes qui se font, qui permettent justement à ce gaz de circuler et de venir à nous jusqu'à la cuisine, etc. S'il y a des réactions tout à l'heure, on le verra. On fera un petit clin d'œil un peu sur la géopolitique, sur comment ces pipes-là, ces gazoducs-là justement, ont été redistribués dans le monde. Et les séquences sont plus abondantes justement du côté où ces pipes-là ont été le plus implantés. Géopolitique. D'accord. Par rapport à la séquence complète qui est passée, vous qui êtes dans, j'imagine que vous êtes dans presque chacun de ces circuits, hein, vous tous qui êtes là, producteurs, fournisseurs, distributeurs, techniciens même des réseaux et autres, est-ce que vous appliquez en Côte d'Ivoire des choses qui sont en dessous ou bien au-delà de ce que nous avons vu, qui sont quand même des séquences pédagogiques, hein, c'est juste pour montrer l'essentiel. Oui, allons-y, monsieur Pierre. Nous, on est chargé de distributeurs culturels par la démocratie. Nous ne trouvons pas seulement ce qui se passe au milieu de l'heure. Parce que notre connaissance avec des fois c'est différent. Oui. Mais comme c'est le dossier qui est distribué, on n'a pas à créer, on n'a pas la facilité d'aller C'est le... tout ce qui se passe. Et quand on organise pour montrer ces installations. Mais pour des raisons sécuritaires ou bien des raisons politiques, le grossiste est engagé à donner les gaz de donc des fois, on demande des interventions pour aller les accompagner, aller les mettre dans certains conseils. On parle de population parce que souvent ces entreprises ne font pas les personnels. Mais ce que nous remarquons, c'est qu'ils nous posent beaucoup de questions sur les histoires des PCS, PCI. Pourquoi vous nous facturez les PCS et non pas les PCI, puisque dans la combustion du gaz, il y a des lots qui se dégagent, donc il y a une perte d'énergie qui sort. Voilà, donc c'est des questions qui nous viennent. Or, normalement, dans la combustion des chaudières, ils disent que un mètre cube de gaz, 10 mètres cubes d'air, là la combustion est complète. Voilà, donc si notre gaz, par exemple, contient du condensat, ou bien notre produit un peu plus lourd, si la composition un peu différente de ce que nous avons donné au départ, comme la fiche technique, je prends le client que je dis, là, au niveau de la flamme, au début la flamme est bleue. Maintenant la flamme est devenue jaune. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on va maintenant le revoir, comme on a vu dans le film tout à l'heure, le revoir du réglage. Oui. Un des instruments au niveau de l'air chaudière. Parce que s'il y a moins d'air, c'est qu'il y a plus de gaz. Ça pose un problème. Même pas forcément chez nos clients, mais même à la maison, les femmes maintenant nous demandent pourquoi maintenant que mes casseroles là, ça prend un peu de fumée en bas, ça devient noir. Or au début, le gaz qui se donne là, il n'y a plus de fumée. Or les casseroles deviennent noires maintenant après la cuisson. Donc on ne sait pas si c'est la cuisinière qui n'est pas notable, mais c'est le gaz qui se donne plus grand. Vraiment, ça nous pose beaucoup de questions.
Ok. En attendant que M. Edouard Ezoua, pardon, répondre, je voulais faire une proposition d'une séquence filmée justement qui parle de la combustion. Parce que c'est le phénomène, vous ne contrôlez pas la combustion chez les industriels, même à la maison, même chez madame. Vous n'êtes pas là-bas quand elle fait la cuisine. L'origine justement de la noirceur et tout ça, on avait déjà consigné dans une séquence. Si vous permettez, on va donc regarder et ça nous permet de mieux comprendre pourquoi les indulés noircissent et pourquoi quand la combustion est complète, elle ne noircit pas la casserole. Ça vous permet de voir la grâce de madame. Le gaz du réseau de distribution est constitué essentiellement de méthane. Sur une capsule en porcelaine exposée à la partie brillante de la flamme, il se forme rapidement un dépôt noir de carbone. Le méthane doit donc renfermer l'élément carbone. L'essence pour remplir les briquets à essence est constituée essentiellement de l'hydrocarbure liquide hexane. Il brûle avec une flamme à pointe brillante qui dépose également du carbone sur le fond d'une capsule. Toute flamme brillante obtenue par combustion d'un hydrocarbure renferme de fines particules de carbone qui résultent de la combustion incomplète de l'hydrocarbure. Chauffées à l'incandescence, ces particules émettent de la lumière qui détermine la brillance de la flamme. Brûlons à présent le méthane dans le brûleur Bunsen. Ouvrons la virole pour dégager les trous d'aération en bas de la cheminée. La brillance de la flamme disparaît. Qu'est-il arrivé aux particules de carbone? Aspirons les gaz produits par la combustion dans de l'eau de chaux. L'eau de chaux se trouble, ce qui prouve qu'au cours de la combustion complexe, le carbone est oxydé en dioxyde de carbone. L'élément carbone est fourni par l'hydrocarbure, alors que l'élément oxygène s'ajoute à partir du dioxygène de l'air. Plaçons un bécher sur la flamme du brûleur. Le bécher se recouvre à l'intérieur de buée. L'essence brûlée dans le moteur de la voiture donne le même résultat. La buée est constituée d'une multitude de fines gouttelettes d'eau. La combustion d'un hydrocarbure produit donc de la vapeur d'eau. L'élément hydrogène de l'eau provient de l'hydrocarbure, alors que l'élément oxygène provient du dioxygène de l'air. Moi, les seuls conseils seulement pour la maison, parce que la qualité, vous allez la voir avec le chimiste ce soir ou demain. Mais le phénomène de combustion, on l'a vu, c'est très important. Il y a deux éléments en présence au démarrage et on devait arriver à deux éléments à l'arrivée. Ça permet d'équilibrer et il n'y a rien qui se perd. Mais lorsque vous brûlez donc, vous faites la combustion, c'est donc l'ajout de l'oxydation en quelque sorte. Le CO2, quand il se dégage, lui, va dans l'air et la vapeur d'eau également, elle se déclenche, comme on a vu dans le verre qui a été reversé. Lorsque les proportions sont identiques, sont bien faites, et qu'il n'y a pas assez d'air, ou bien il n'y a pas assez de combustible, la flamme est toujours totalement bleue. Parce que quand la flamme est bleue, c'est que la combustion est relativement propre. Mais quand la flamme blanchit, le blanc là, on a dit que ça contient
C'est l'incandescence des particules noires là qui fait que c'est blanc. Donc dans la cuisine, lorsque vous voyez votre cuisinière qui a des flammes trop blanches, il faut demander aux gens de doser l'ouverture de sorte que la flamme devienne bleue. Et quand elle est bleue, en principe, on n'a pas de problème. La casserole, elle est un peu plus épargnée. Mais pour ce qui concerne la qualité intrinsèque même, peut-être que demain, vous verrez ça avec monsieur, notre chimiste. Mais je voulais dire aussi que, avant de passer donc à la géopolitique là rapidement, il y a une séquence que parfois on a envie de faire voir parce que le gaz, ça va venir. Le gaz naturel, il n'est pas aussi... Tout à l'heure, on l'a vu dans le cadre du GNL, là. GNL, il n'est pas aussi... Alors, on va voir un peu le gaz naturel là, dans son utilisation quotidienne. Saviez-vous que le gaz naturel devient liquide quand on le refroidit? On a tout à l'heure posé une préoccupation concernant le carbone qu'on voit sur les marmites, Oui. que les dames interviennent constamment là-dessus. C'est la même explication qui arrive très souvent lorsque il y a à l'intérieur, que ce soit une bouteille faite ou une gazinière, là où le butane sort, Le brûleur, là. il y a un écrou carré qu'on appelle le gicleur. Le Il y a gicleur. un trou bien calibré. Et lorsque ce trou est bouché, souvent les messieurs ou les dames envoient ces appareils chez les réparateurs qui prennent carrément une aiguille Hyper fort. boucher. Or, surtout, il est parfaitement calibré pour être dans la proportion de De la sortie de- limite inférieure ou Oui. la limite supérieure. Vous voyez. Alors, quand vous prenez une aiguille, Et que vous le défoncez débouchez, il y a beaucoup de risques que, après, la quantité de gaz qui sort soit supérieure à la limite qu'il faut. C'est déréglé en fait. Vous avez agrandi Ouais, plus dosé. considérablement le trou. Donc le gaz qui sort par rapport à la proportion d'air n'est plus trop. Et donc il y a une mauvaise condition. Il arrive également que ce soit également les faitous ou les gazinières. Donc j'ai expliqué l'aspect gaz, Ouais, ouais, c'est ça. l'aspect oxygène. Mhm. Il y a sur la tête du brûleur des orifices qui sont également bien calibrés pour avoir apporté la quantité d'air qu'il faut exactement. Quand c'est également bouché, soit la quantité d'air qui arrive n'est pas suffisante pour faire une meilleure combustion ou alors le contraire. Dans tous les cas, c'est une mauvaise combustion qui produit ce type de carbone. De noirceur là, le monoxyde qui sort. Une seconde, oui. La question que je veux Ah, ok. Je voudrais demander même si, est-ce que vous sensibilisez, C'était le spécialiste. est-ce que vous sensibilisez, non, est-ce que vous sensibilisez sur ce que vous dites là? Parce que les réparations, est-ce qu'on peut venir vous voir pour régler le problème du gicleur, pardon? Prenons ça Non, simplement. mais qui fabrique les gicleurs, la question est posée. Oui, mais voilà. Oui, Est-ce allez-y, que vous en monsieur. fabriquez? Au niveau même, vous êtes le producteur. En attendant, tu animes ça, je vais. Vous êtes le producteur du gaz. Dans la chaîne de production, vous allez utiliser le gaz jusqu'à domicile. Là, dans la présentation, j'ai appris que vous faites partie de ceux qui protègent la bouteille. Mais le reste des éléments de la production, dans la vous appelez les gicleurs, dans la régulation de l'oxygène et puis du gaz. Parce que le filtre consomme, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Comment on fait la politique de la gestion de ces éléments de la production? Bon, au niveau de notre usine, Petrosi, nous sommes une usine de fabrication de bouteilles. Et dans cette chaîne de production, il y a la partie, ça c'est de façon interne maintenant à l'usine, que nous fabriquons, mais il y a un certain nombre d'accessoires que nous importons, notamment les valves, même les pieds, les anses, ainsi que les brûleurs ne sont pas fabriqués pour l'instant par Petrosi, mais nous les importons. Et donc on fait l'assemblage
et ça donne un appareil complet. Petrosi fait de son mieux dans ce sens-là, mais la grande responsabilité incombe le consommateur, parce que dans notre jargon, une bouteille, c'est un appareil à pression. Donc c'est comme votre portable, quand vous l'achetez, vous deviez savoir comment l'utiliser, quelles sont les mesures de sécurité ou d'entretien, hein, vous deviez le savoir. Voilà, donc vous pouvez même réclamer une notice à celui qui vous vend l'appareil, si l'appareil n'est pas doté d'une notice, ou alors vous rapprochez du vendeur, dit comment ça on l'entretient. Généralement c'est pas fait, et donc la responsabilité est partagée. Voilà. Mais Petrosi a des techniciens qui s'y connaissent parfaitement. Lorsqu'ils sont approchés par des clients concernant ces sujets-là, on leur dit ce qu'ils doivent faire. Il en est de même, hein, j'ai parlé des mélanges, mais même les industriels qui utilisent le gaz naturel, ils ont également le même système de giclée pour brûler la flamme. Et donc, les mêmes problèmes peuvent, je n'ai pas la preuve, mais les mêmes problèmes doivent exister. Parce que plus il y a du blanc dedans, plus il y a du monoxyde qui fonce dans l'air. Même si ça ne tombe pas automatiquement. La régulation, il y a une chaîne qui donne le débit de l'oxygène par rapport au débit. Dès que vous ouvrez votre vanne du carburant, automatiquement la vanne proportionnelle pour la production de qu'il faut mettre. Mais comme vous êtes une société, on peut aussi pétrole de Côte d'Ivoire, il y a une étiquette de début et la fin. Quand vous produisez que des bouteilles, bon, le reste là, ça devait être avec vous. C'est les éléments que vous importez, qui les maîtrise, qui fait le contrôle. Tout à l'heure, il a posé la question au niveau du contrôle des appareils de consommation. Petrosi, vous faites le gaz. Vous vendez le gaz avec tous ces normes. Même dans l'assurance, vous êtes impliqué dedans. Si quelqu'un même était brûlé, si on a des bons assureurs, on va vous impliquer dedans. Non, le problème, vous posez un autre problème. Oui. Posons des problèmes en même temps, même s'ils sont de tous les ordres. Le service après-vente. Voilà, ça c'est quand on échange. Voilà. Vous achetez un client chez nous, hein, on appelle aussi un fait. Avant que la bouteille ne sorte de chez nous, tous les contrôles sont faits et logiquement la bouteille fonctionne parfaitement. Lorsque vous l'achetez et que ça arrive chez vous, vous l'utilisez, il y a maintenant l'entretien à faire sur le brûleur. Est-ce que vous voyez? Quant à la bouteille, à chaque fois qu'elle est vide, qu'elle revient dans un centre remplisseur, qu'elle est remplie, il y a également le contrôle qui est fait sur la bouteille. Parce que quand la bouteille revient, ne revient pas elle, le brûleur. La bouteille revient seule. Avec, voilà. Et donc, quand c'est rempli dans le centre remplisseur, il y a également tous les contrôles réglementaires sont faits au niveau de la qualité de la bouteille, les fuites, les risques de fuite. Et c'est lorsque la bouteille assure voilà, toutes ces précautions qu'elle est remise encore dans la circulation. Donc logiquement, les bouteilles chargées que vous allez acheter chez les revendeurs, en tout cas quand elles quittent nos usines, sont parfaitement contrôlées. Voilà. Voilà. C'est le service après-vente qui s'en occupe après. Là, ce n'est pas. Et puis il y a le ministère, oui, après, ça sera vous. Le ministère de l'Industrie et des Mines. Il y a un service qui contrôle la qualité de tous ces bouteilles. Donc, de façon spontanée, ces agents viennent dans toutes les entreprises pour faire le contrôle. Oui, au niveau de notre usine, la qualité, enfin, les niveaux de contrôle sont un peu différents. C'est un contrôle au niveau d'un centre remplisseur. Un centre remplisseur vérifie que la bouteille est parfaitement étanche. Quand on a mis le gaz, que la bouteille est parfaitement étanche. Mais pour une bouteille fabriquée, nous on a voilà, un ensemble de contrôles réglementaires. Est-ce que c'est certifié? L'usine a été certifiée? Bon, ça c'est une autre question. Notre usine est parfaitement, bon, la certification c'est autre chose, mais elle est homologuée, autorisée. Nous avons toutes les autorisations du ministère des Mines. D'ailleurs, toutes les bouteilles fabriquées ou requalifiées chez nous ont un certificat de preuve
Et le certificat, cette opération s'est faite en présence d'un inspecteur des mines qui certifie par bouteille qu'elle a été apte à la retrouver, etc. Voilà, donc à ce niveau, il n'y a pas de problème. Oui, Oui, je suis en attendant que les chevaliers arrivent là, c'est en confection. monsieur Silla, responsable du centre officiel noir. En fait, je reviens toujours à la question qui a été posée à M. Kassa. Je suis dans 4 environ, j'utilise le gaz butane à domicile. J'ai un souci sur le brûleur, c'est une bouteille de gaz Petrosi. Donc je vais écrire vers mon fournisseur Petrosi. Et voilà le souci que j'ai au niveau du brûleur. Je pense qu'on doit trouver quelqu'un au sein de Petrosi qui soit à même de me donner des informations, quand bien même le brûleur n'a pas été produit ou bien fabriqué par Petrosi, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse me rassurer sur l'utilisation de cette bouteille-là. C'est ça la question. Voilà. Voyez. Donc, ce qu'il dit est juste, peut-être que je n'avais pas bien compris. Je sais que ça, par rapport à ma responsabilité, je suis fabricant de bouteilles. Mais en même temps, sachez que toutes les bouteilles de couleur beige ou kaki que vous utilisez... Non, vous êtes fabricant et en même temps vendeur. Non, moi je parle... Non, on parle de Petrosi. Non, ma responsabilité, je réponds par rapport à ma fonction. Ok. Voilà, il y a des voix plus autorisées pour parler de Petrosi. Moi, je parle en tant que... Il y a quelques-unes qui sont là. Donc, pour répondre à sa préoccupation, je voulais dire que il y a deux types de bouteilles qui circulent au nom de Petrosi. Et d'ailleurs, il en est de même pour les autres marketeurs. Toutes ces bouteilles ont la couleur kaki ou beige, on dit bouteille Petrosi. Mais il y a celles qui sont fabriquées par l'usine de Petrosi. Et il y a celles qui ont été importées par Petrosi, donc compte de Petrosi. Les utilisateurs ne peuvent pas facilement faire la différence. Alors comment on fait pour nous dire tout aujourd'hui? Non, c'est facile. Vous regardez, sur une bouteille, il y a deux écritures. Il y a le marquage creux, où on a mis l'année de fabrication, le numéro de série. C'est pas très visible, mais quand vous nettoyez bien, vous voyez des écritures en creux. Alors, donc, sur ces écritures, vous allez voir le nom du fabricant. C'est mis Métagreb, Maroc. C'est mis Merloni. C'est mis, etc. Si c'est Petrosi, vous allez voir Petrosi, Côte d'Ivoire. Très bien. Et l'autre type d'écriture, là, il est écrit en relief. Il est plus gros, où on a déformé la tôle pour en faire une écriture. On appelle ça l'écriture en relief. Cette écriture indique le nom du client, donc le marketeur. Donc vous allez voir écrit en grand Petrosi, si c'est une bouteille Petrosi, ou bien Oil Libya, si c'est une bouteille Oil Libya. Donc il vous arrivera facilement de voir Merloni, mais pour le client Petrosi. Petrosi, là c'est écrit en grand, en relief. Vous allez également voir sur certaines bouteilles Petrosi, Petrosi, Côte d'Ivoire. Pour le client, Petrosi écrit en marquage en relief. Ok. Donc, pour répondre à la préoccupation de M. Silla, il existait, il y a quand même quelques années, un service d'écoute 24 heures sur 24 où qui avait été installé en son temps. C'est pas moi qui répondais, mais je sais qu'il y a des dames, agents, ouais. Voilà, un service commercial. Ça, je crois, c'est fait par la DCPP, la direction commerciale, qui mettait un service d'écoute lorsque un consommateur a un souci. Il appelait ce numéro vert et tout de suite, quelqu'un était au téléphone pour lui dire ce qu'il devrait faire. Je ne sais plus si ça existe encore. Et voilà. Mais c'est ce qu'il faut normalement. Oui, je sais là, je sais pas si c'est là. Moi, ce que je voudrais ajouter, on parle de la bouteille, mais nous,
Ce dont nous parlons, c'est les gaz, c'est les produits qu'on utilise. Le produit qu'on utilise n'est pas fabriqué en Côte d'Ivoire. Ça vient d'ailleurs. La qualité de ces produits-là qui contrôle. Parce que dans le produit qu'on met en bouteille, est-ce que les normes sont respectées? On a une certaine quantité, une certaine proportion postale et une certaine proportion d'accompagnement. Parce que je crois, à part encore longtemps de cela, mon frère a venu ici, il y a des produits qu'ils avaient registrés. Parce que les normes n'étaient pas respectés. Donc on a des chromatos pour contrôler ces produits-là. Est-ce que la teneur en butane est respectée? Est-ce que la teneur en propane est respectée? Des fois, on dit qu'il faut 90%, 70% de butane et 30% de propane. Mais si la proportion n'est pas respectée, est-ce que la combustion sera bonne? Donc, on doit partir, on doit tuer l'arbre à la racine. On doit savoir d'abord les produits que la Côte d'Ivoire reçoit. Est-ce qu'il y a un organisme qui teste? Est-ce que c'est testé? Est-ce que c'est normal? Monsieur Silla va vous répondre parce qu'apparemment il a quelques éléments. Voilà. Monsieur Silla? Sinon, la bouteille qui est bonne, mais elle est produit. Lorsque le produit arrive en Côte d'Ivoire, avant même que le butanier ne débarque du pays fournisseur, il y a un document qu'on appelle le CQ, le certificat de qualité, qui est la carte d'identité du produit au sein du butanier du navire. Quand il arrive à destination en Côte d'Ivoire, il y a un échantillonnage qui est pris, il y a une analyse qui est faite à la CIE ou c'est SGS, selon la nomination faite par le client marketeur. Et c'est au vu de ce document, c'est la qualité, parce qu'avant toute réception de produits, tant qu'on n'a pas ce document qui donne la normalisation de ce produit, nous ne faisons pas de réception. Donc c'est au vu de ce certificat de qualité où il y a tous les éléments, le taux de propane, le taux de butane, parce que nous, nos installations, par exemple la sphère 4, elle est préconisée pour prendre un taux de butane à 85% et 15% de taux de propane. Les anciennes sphères, par exemple, là c'est uniquement que du butane, la S1 et la S2. Donc tous ces éléments, nous regardons. Si on me dit que le certificat de qualité est conforme, j'autorise maintenant à recevoir les produits. C'est ça. Voilà un peu comment ça se passe. Donc là, la réponse de ce P là, ça a été bien ventilé puisqu'on a au moins des éléments de repère quand même. Parce que s'il n'y avait pas ça, c'est vrai que le souci serait toujours... C'est la même chose quand vous nous envoyez également à la maison pour prendre, quand vous envoyez à Cyprel, enfin à Unilever et autres, on se demande aussi est-ce que ça a été bien visité avant que ça n'arrive chez nous. Donc à chaque niveau, il y a toujours il faut pouvoir expliquer aux gens quand même, il faut sensibiliser sur la présence effectivement d'un contrôle quand même, un contrôle qui a été effectivement réalisé. Sinon les gens auront peur à tous les niveaux. Nous qui consommons, vous qui vendez et qui recevez donc de l'extérieur, là, si les doutes persistent, il faut toujours trouver au moins un organe qui s'en occupe. Et je pense que les deux là... Ce qu'il a expliqué la dernière fois, il y a eu un butanier qui a refusé le produit. Parce que lorsque le certificat de qualité est arrivé, le taux de volatilité qui donnait à la norme un maximum de 2 degrés, nous avions 8 degrés. Et maintenant, après ça, le fournisseur qui était le fournisseur Petrosi même qui voulait que moi je prenne ce produit en mélangeant avec ce que je dis, je ne suis pas chimiste, je ne suis pas 7 degrés. Voilà. Dès lors que le taux de volatilité est au maximum 2 degrés, vous êtes à 8 degrés, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a le taux d'essence qui est déjà élevé. Et moi, mes installations ne sont pas calibrées pour prendre de l'essence. C'est ma responsabilité. Donc, du coup, j'ai refusé le produit. C'est la preuve qu'il y a un contrôle qui est fait. Mais ça se passait au début chez vous, non? Quand vous étiez à l'IAO, non? Ce truc-là, le contrôle justement de la qualité. C'est que la CIE fabrique des produits, c'est comme vous avez dit, et la CIE a un laboratoire. C'est comme si vous fabriquez vos produits, vous êtes les responsables de votre contrôle. Voilà, en dehors de vous, si quelqu'un a un problème, comment il faut? La CIE a un laboratoire qui est outillé, c'est super outillé. Oui, mais c'est la CIE qui fabrique. Et c'est la CIE qui dit j'ai trouvé mon produit. Et c'est elle qui dit que mon produit est bon. Donc, j'associe Shell. Oui, malheureusement. C'est ça nous parle. Même nous-mêmes, Petrosi, quand ça vient, au lieu d'aller dans un autre laboratoire, on peut faire des échantillonnages nous-mêmes et nous gardons. Parce qu'au Maroc, qu'est-ce qui se passe? Dans tous les dépôts, c'est-à-dire vous-même l'utilisateur, vous gardez pendant 6 mois. Au cas où il y a un problème. Au cas où il y a un problème. Alors que là, ça ne se fait pas chez nous. Et si ça ne se fait pas, c'est ce que la CIE dit, on se contente. Oh, la CIE peut vous dire que c'est bon. C'est comme vous dites, le problème, par exemple, de l'essence, avec votre véhicule, il y avait un problème.
à la station, peut-être même le gars lui vend le volume, vend le volume, on met un peu de sang dedans, pour augmenter le volume, et puis vend le prix de super. Il gagne de l'argent, quand vous consommez ça dans votre véhicule, vous avez un problème. Normalement, devant la justice, vous faites un rapport. Mais qui va établir un rapport contre la Petrosi? Si elle espère, on est obligé de donner à l'ACI dans le même laboratoire de l'ACI pour recueillir les informations. Ça ne serait pas possible, c'est difficile. C'est pourquoi on avait créé IAO pour créer un autre laboratoire de contrôle des laboratoires ici. Et quand vous êtes tous un financier, essayez d'investir dans ça. Parce que malheureusement, ça ne se pratique pas. LGS, que ça soit du lot. Même à Petrosi, même à Ex-Oriatec, le laboratoire qui est au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes Abidjan, non? Malheureusement, on ne fait pas d'analyse. Mais pourquoi? Parce que nous qui avons 60 ans aujourd'hui, on n'est pas en mesure. Tout à l'heure, il a posé la question, il dit, ma réponse c'était pour lui dire qu'il est jeune. En votre jeunesse, aujourd'hui, qui avait le pouvoir en place, là. La direction du pays. La gestion des nations vivantes. À vous de vous battre. Parce que quand je donne le nom du président Oufoué, je disais qu'il n'était pas instruit. Mais il s'est battu, il a fait ce qu'il pouvait. Aujourd'hui, là, vous êtes instruit. Le bac plus sec a fait le minimum de tous ceux qui donnent aujourd'hui. Vous voyez ce genre de choses. Quelle est votre réaction? Il faut travailler même dedans. Si vous ne faites rien, les gens vont vous vendre tous les mêmes produits. C'est comme les acides qu'on fabrique ici. On vient avec les barres. On vous vend ça avec recette pour pouvoir fabriquer les produits. S'il n'y a pas de contrôle. Tous les ingénieurs, tous ceux qu'on a formés en Côte d'Ivoire font tous des mécanismes. Et pourquoi? La question est posée. La question est donc posée. Le produit arrive. Si vous vous contentez du certificat qu'on vous envoie ici, on va vous vendre tous les déchets toxiques. Parce qu'on peut modifier. Si ça vous vend des produits ici, là, on peut modifier ça là-bas dans le certificat. Et puis on envoie des gens dans le pays. S'il n'y a personne, vous l'acceptez, vous voulez. Il faut. Saviez-vous que... Donc, au niveau même des médicaux, moi je suis arrivé en avril, j'ai fait un accident. J'ai été évacué en France par avion. On m'a reçu à Saint-Pierre. Où on a soigné au football. Le fils de fou est soigné, non? Nous, on l'appelle ici le fils de fou. J'ai eu même, avant de partir, Kizam a fait des scanners. Arrivé là-bas, on me demande qui a fait ça. Parce que Kizam, c'est notre hôpital. C'est le sommet. Oh non. Mais les images le supposé sommet. Pas les médecins, mais c'est un appareil qui a fait les images. Je vais alors ça met les images là-bas. C'est un problème de commentaire, ça c'est pas grave. Mais les images, en France, là-bas, on dit ça, c'est Qui a fait ça? Alors, honte, c'est pareil de mon pays. En avril, on a pris un dit que ça va. En avril dernier, on n'a pas encore 4 mois de là. Ça veut dire qu'au niveau des appareils, il faut une mise en cause. Aujourd'hui, quand on prend votre tout à l'heure en bas, il y a rien qui prenait l'attention. Quand tu viens que tu as on ne va pas travailler. Psychologiquement. Oui. Que je vais mourir bientôt. Dès qu'on te dit que tu es hypertendu. Oh, l'appareil, la valeur qui te donne. Ou bien il ne sait pas lire, ou bien il ne sait pas étalonner. Donc, le contrôle est très important. Très important dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi les appareils à la maison, quand tu as les appareils qui font eux-mêmes auto, tu agrippes et puis ça lui te donne. Souvent quand tu prends que tu vas voir un médecin, le médecin dit mais toi aussi, tu vas avoir des problèmes pour rien. C'est moi qui dois le faire. C'est-à-dire il pense que la personne que lui il fait là c'est beaucoup plus sûr, il le fait depuis 15 ans et il donne des résultats beaucoup plus plausibles qu'un appareil qui peut, avec un bouton qui n'est pas mal, mais qui n'a pas été totalement enlevé, qui peut te fausser les choses et les gens parfois ils ont le traumatisme pour rien. Alors on va continuer le débat plus tard. Tu as quelque chose à dire? Non, c'est... Oui, monsieur Silla. Confirmer ce que vous dites. Dans le domaine, au niveau du l'hôpital, la densité est un élément clé, la méthode de calcul. Et si on ne fait pas une contre-analyse au niveau de laboratoire, la densité qu'on nous donne, c'est ce que je prends pour c'est elle que vous prenez pour calculer. Donc ça va augmenter le tonnage alors que ce n'est pas réel. Ah oui, c'est ça. Et ça là, quand vous êtes formé, vous êtes presque, je dis que là où il y a les moyens, donc vous êtes équilibré. Donc pour quelqu'un qui vient d'un village, qui a besoin de sous, qui a l'accepté pour de l'argent,
sur lequel effectivement cette mesure-là, on vous met de l'argent dans votre poche et vous mettez toute une population en danger. C'est ça, et c'est ouais. ça la formation. C'est ça. Le contrôle, qui te contrôle? C'est ça. Toi seul. Quand tu as décidé, ça part. C'est comme ça, la chaîne de contrôle au niveau de l'Allemagne, au niveau de la boulangerie. Quand tu fais ton pain, il y a des consommateurs qui viennent, ils prennent là. Il y a des consommateurs en réseau. Ils ont leur circuit, ils distribuent des médailles. En fait, d'année, quand il faut sortir le rapport, on est à la boulangerie, la première, donc ils donnent une médaille. Mais tous les consommateurs vont acheter ton pain. Le dernier, là, la boulangerie va tomber. Et c'est comme ça, la confiance et le contrôle en fait. Toi, il faut que quelqu'un te contrôle. À chaque n'importe moment, tu fais léger, En fonction de ton état d'âme de la journée, des problèmes de la nuit. Dans notre métier d'ingénieur, par exemple, la géostatistique fait la modélisation et puis vous dit que à telle profondeur ou bien à tel lieu précis, si vous fourrez, vous pouvez trouver du pétrole. Mais toutes ces simulations sont basées sur des données. Hein? C'est ce que je disais souvent à mes étudiants ou bien à mes collaborateurs avec qui je travaille. Tu rentres les données dans la machine, on te fait sortir une belle carte et puis colorée. Tant. Mais dans notre étude géostatistique, pour aboutir à un résultat, tu prends 90% de ton temps pour faire le contrôle de qualité des données. 90%. C'est-à-dire, si l'étude doit durer, par exemple, 100 jours, tu prends 90 jours sur la machine pour contrôler si toutes les données qu'on t'a fournies là, les gens ne se sont pas trompés. Parce qu'une seule donnée qui est fausse, modifie la carte. Ça modifie tout. Ça cause, on dit à nos ingénieurs, faites attention, ne méprisez pas les techniciens. Parce qu'on a tendance à minimiser les techniciens. Oh, moi je suis ingénieur, toi tu vas en prendre quoi? Mais le technicien, c'est lui qui va recueillir les informations. S'il veut te couler là, il te donne une petite fausse information, tu fais toutes tes simulations, on investit des milliards, on va forer, c'est vide, et puis on te vide. Et on te vide. Et on te remercie. Et le technicien, il dit, mais le patron connaît tout. Voilà, donc c'est pour vous dire que le contrôle de qualité, hein, il est très important dans tout ce qu'on fait. Ok, donc comme l'après-midi, les autres fois, à partir de maintenant, c'est les canalisations qui vont transporter plus, si vous voulez, le gaz naturel. On va voir le méthanier, le transport par méthanier, un peu les risques qui sont, ou du moins j'allais dire, les avantages justement de transporter ce gaz-là sous forme liquéfiée. Et après, on va donc passer à la canalisation générale pour terminer la matière. Saviez-vous que le gaz naturel devient liquide quand on le refroidit à moins 160 degrés Celsius? Ce gaz naturel liquide, qu'on appelle communément le GNL, est 600 fois plus condensé que le gaz naturel. Autrement dit, pour la même quantité d'énergie, le GNL n'utilise qu'un 600e de l'espace requis pour le gaz naturel. Cette simple condensation du gaz naturel permet de transporter de grandes quantités de gaz naturel sur de longues distances dans des navires spécialement conçus à cette fin. Ces navires à double coque, appelés méthaniers, utilisent une technologie éprouvée depuis plus de 40 ans. Ils transportent le GNL à pression quasi atmosphérique et sont isolés pour conserver le GNL à moins 160 degrés Celsius. Mais qu'arriverait-il si on déversait accidentellement du GNL dans l'eau? Eh bien, le GNL ne se dissout pas dans l'eau. Il se réchaufferait et se transformerait en gaz naturel sans se mélanger à l'eau. Il s'évaporerait complètement sans laisser de traces et donc sans conséquence ni sur la qualité de l'eau, ni sur la faune ou la flore qui y habite.
Mais si un tel déversement se produisait sur le sol, on assisterait au même phénomène. Le GNL, en se réchauffant, s'évaporerait tout aussi rapidement et tout aussi complètement que sur l'eau. Il ne serait pas absorbé par le sol et il ne laisserait aucun résidu. En d'autres termes, qu'un déversement accidentel se produise sur terre ou sur mer, le GNL s'évaporerait toujours et sans qu'aucun nettoyage ou autre mesure corrective soit nécessaire. Ceci dit, il est bon de rappeler que depuis le début du transport de GNL par méthanier, il n'y a eu aucune perte de cargaison en 33 000 voyages. En vérité, le gaz naturel, une fois liquéfié, peut être transporté de la façon la plus sûre et la plus écologique qui soit. Il est sans odeur et sans couleur. Il n'est pas corrosif, il n'est pas toxique non plus. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le GNL lui-même n'est pas inflammable. De fait, on peut tremper une cigarette allumée dans le GNL et l'y éteindre parfaitement. Bien sûr, en s'évaporant, le GNL, qui redevient alors du gaz naturel, s'enflamme si on le place tout près d'une source d'allumage. Et la combustion de gaz naturel est propre. Elle dégage du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau, exactement comme quand on l'utilise pour se chauffer ou pour la cuisine. Le GNL est utilisé dans de nombreux pays dans le monde. Une fois transporté par bateau et déchargé au terminal, il est entreposé dans des réservoirs le conservant en température froide à pression quasi atmosphérique. Alors, le GNL n'a plus qu'à être réchauffé selon les besoins pour redevenir du gaz naturel, l'énergie fossile la plus propre et la plus écologique. Le GNL et le gaz naturel sont un des moyens les plus sûrs et les plus écologiques de fournir l'énergie dont ont besoin des millions de personnes chaque jour. Alors, on va revenir chez nous en Côte d'Ivoire, puisqu'on va introduire les canalisations et tout ce qui va concerner alors notre gazoduc, notre pipeline a été inauguré. On va voir, il y a l'aspect technique qui a mis des pipelines en place. Donc on va tout à l'heure dérouler l'après-midi quelques séquences filmées de construction. Mais là déjà l'aspect politique, l'aspect géopolitique, l'intérêt d'avoir ces pipes-là dans un pays et chez les pays, dans les pays voisins, a été expliqué justement par les autorités ivoiriennes. On a procédé cet après-midi à Zata, c'est dans le centre du pays, à l'inauguration du pipeline reliant Abidjan à Yamoussoukro. Le projet qui s'étendra à terme aux villes de Bouaké et de Ferké-Sédougou permettra, une fois mis à service, la redistribution de produits pétroliers à partir de Yamoussoukro vers le marché intérieur de certaines villes de la Côte d'Ivoire et vers certains pays de la sous-région. Le compte-rendu d'Awa Touré. Par ce geste, le président de la République, Alassane Ouattara, vient d'approvisionner le dépôt juste aussi de Yamoussoukro à partir du dépôt d'Abidjan. La mise en service du pipeline consiste donc à démarrer les pompes d'Abidjan, ouvrir la vanne d'arrivée et vérifier que le produit est arrivé en prélevant des échantillons. La mise en exploitation de ce premier tronçon Abidjan-Yamoussoukro est un grand pas vers le repositionnement de la Côte d'Ivoire dans le domaine de la distribution des hydrocarbures dans la sous-région ouest africaine. Le gasoil, le fuel, viendra jusqu'ici, à Yamoussoukro, et pourra être enlevé à partir de Yamoussoukro. Le pipe continue jusqu'à Bouaké, comme vous le savez, et bien évidemment par la suite sur Ferké-Sédougou. Je voudrais féliciter le ministre du pétrole et ses collaborateurs, bien sûr la GEST aussi, la Petroci, pour l'excellent travail qui a été fait. C'est un investissement important, 140 milliards de francs CFA, donc je suis très heureux d'avoir pu participer à cet événement. Je souhaite qu'on puisse continuer. Le pipeline Abidjan-Yamoussoukro, long de 258 km, a une capacité journalière de pompage
de 4000 mètres cubes, soit 4 millions de litres, l'équivalent de 130 camions par jour. Il va permettre la redistribution des produits à partir de Yamoussoukro vers le marché intérieur et vers les marchés des pays de l'Interland, le Mali et le Burkina Faso. S'agissant des objectifs visés par le pipeline, ils sont de 3 ordres. Premièrement, améliorer la sécurité de l'approvisionnement en produits pétroliers de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, du Burkina et du Mali. Deuxièmement, réduire progressivement les coûts des produits pétroliers vers le consommateur. Troisièmement, permettre à la Côte d'Ivoire de contribuer plus efficacement à l'intégration régionale en matière d'hydrocarbures. C'est donc un véritable outil d'intégration économique régionale dans le cadre de la politique d'émergence de la Côte d'Ivoire prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Au nom de cette émergence, qui ne doit en aucun cas laisser pour compte une partie de notre pays, j'engage, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'ensemble de mes collaborateurs à faire en sorte que sous votre autorité et avec votre soutien, à réaliser rapidement les autres segments projetés afin que ce pipeline atteigne tous les objectifs qui lui sont assignés. À partir de la mise en exploitation de cette première partie, il est prévu une extension du réseau de pipeline à Ferke-Sédougou. Le pipeline Boaké-Ferke est long de 240 km et Abidjan-Boaké de 385 km. A procédé cet après-midi à Zata, c'est dans le centre du pays. Il n'y a pas une meilleure introduction de l'intérêt, l'intérêt parce que c'est quand même pensé par les autorités. De la même façon que quand on devait mettre la raffinerie ici dans le pays, au Fouboigny, les enfants sont là, c'est lui qui a pensé, on n'était pas encore producteur de pétrole, mais il a pensé que ça peut nous faire quand même entrer des devises en utilisant le pétrole des gens, en les raffinant. Et puis, en les distribuant sur le territoire, ça nous permettrait de faire ce donc c'est des grands projets. Un peu comme aujourd'hui la pétrochimie, qui a été déjà pensée par certains. Ceux qui sont passés la dernière fois, les frères Bongba, avaient déjà, en 2008-2009, ils avaient déjà fait une proposition, je crois que je me souviens de leur nom, à la présidente de la République pour créer l'industrie pétrochimique en Côte d'Ivoire, avec donc tous les impacts économiques importants. Alors, on va jeter un œil sur une séquence du Boyerou que j'ai. C'est un peu comme la géopolitique, puisqu'on vient de voir l'introduction générale et l'impact que certains pays de l'Interland pourraient avoir en bénéficiant, si vous voulez, de ces structures. On va déjà voir un peu ce qui se passe également dans le monde et dans certains secteurs particulièrement, notamment en Europe. Alors, géopolitique, ça dure à peu près quelques temps quand même, et puis après, on va voir, voilà. Le gaz naturel est en train de devenir la deuxième source d'énergie consommée dans le monde. Je vais donc aujourd'hui vous proposer un tableau de bord de cette ressource énergétique et analyser les divers risques associés à ce marché du gaz, notamment en Europe. Voici une carte des principaux pays producteurs de gaz naturel en 2005. La Russie, qui produit à elle seule 22% du total mondial en 2005. Ça a dû évoluer, bien sûr. L'Amérique du Nord, avec respectivement 19% pour les États-Unis et 7% pour le Canada. Il y a ensuite l'Algérie, le Royaume-Uni, la Norvège et l'Iran, avec un petit peu plus de 3% chacun. Puis entre 2 et 3%, notamment pour l'Indonésie, l'Arabie Saoudite et le Turkménistan. Maintenant, qui consomme ce gaz ? Les États-Unis viennent en tête. En 2005, ils représentaient 23% de la demande mondiale de gaz, suivi par l'Union européenne, la Russie, l'Iran et le Japon. L'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie ne représentent qu'une faible part de la consommation mondiale de gaz naturel, et c'est dans ces régions que l'augmentation de la demande
est la plus forte. Alors comment transporte-t-on le gaz du producteur au consommateur? Déjà, il existe plusieurs différences entre le pétrole et le gaz. Le gaz naturel est un mélange d'hydrocarbures dans la composition duquel domine le méthane et qui n'existe pas naturellement sous forme liquide, ce qui a plusieurs conséquences. D'abord, alors que le pétrole est surtout transporté par mer et que les tankers permettent de livrer ce pétrole n'importe où dans le monde, le gaz, lui, est surtout transporté sur terre par gazoduc et ce sur des distances plus courtes. Cela explique pourquoi il n'existe pas un marché mondial du gaz, comme pour le pétrole, mais plusieurs marchés régionaux, américains, européens ou asiatiques. Les prix du gaz varient d'ailleurs d'un marché à l'autre, notamment en fonction de la distance parcourue. Deuxième conséquence, un gazoduc est une infrastructure fixe qui, du producteur au consommateur, traverse parfois plusieurs pays. Donc le transport du gaz exige une relation de confiance entre le producteur et le consommateur, car en cas de tension politique, il y a un risque de rupture dans l'approvisionnement. Prenons deux exemples, en allant d'abord en Amérique latine. À l'échelle mondiale, la Bolivie est un petit producteur de gaz, mais à lui seul, il détient les deuxièmes réserves de toute l'Amérique latine. Or, en 2006, le nouveau président, Evo Morales, a décidé de nationaliser le secteur gazier du pays en renégociant les contrats avec les compagnies étrangères. Et cette décision fait peser des incertitudes sur la production de la Bolivie, donc inquiète les pays consommateurs voisins, et en particulier le Brésil, qui est le premier importateur du gaz bolivien. Deuxième exemple, qui est plus proche de nous, c'est l'Union européenne. L'Union européenne importe aujourd'hui près de 50% du gaz qu'elle consomme, et cette part devrait atteindre 70% d'ici 2030. Ses principaux pays fournisseurs sont la Norvège, l'Algérie et bien sûr la Russie. 40% des importations de gaz de l'Union européenne viennent de Russie. Ce pays est donc un partenaire clé, car il détient les premières réserves mondiales de gaz. Alors arrêtons-nous un instant pour évoquer justement le cas de la compagnie Gazprom. Cette compagnie russe contrôle l'essentiel de la production et du transport de gaz en Russie. Elle est la troisième compagnie au monde en termes de capitalisation boursière. Elle emploie 300 000 personnes et génère à elle seule 25% des recettes budgétaires de la Russie. Mais Gazprom est surtout une société d'État qui est très liée au Kremlin et dirigée par un proche du président Poutine. Eh bien, cette situation inquiète l'Union européenne pour deux raisons. D'abord pour des raisons économiques. Pour répondre à la croissance de la demande en gaz intérieure et extérieure, il faudrait déjà que la Russie investisse 200 milliards de dollars dans le secteur de l'exploration, de la production et la construction de nouveaux gazoducs d'ici 2020. Parce que les principaux champs gaziers en activité, en Sibérie occidentale, sont en déclin, et que de nouveaux champs situés dans cette région, mais aussi en Sibérie orientale et en mer de Barents, qui ont de grosses réserves, demanderaient de gros investissements. Or, on constate en fait depuis plusieurs années que la politique de Gazprom est d'acquérir des concessions ou des compagnies à l'étranger, plutôt que de mettre en valeur ces gisements par des investissements. Conséquence, la Russie pourrait ne pas pouvoir satisfaire la demande européenne en gaz dans les années à venir et les prix sur le marché européen pourraient donc augmenter. Mais il y a aussi, c'est le deuxième facteur, des facteurs géopolitiques qui provoquent l'inquiétude. Dans un contexte où la Russie cherche à regagner son influence en Europe centrale, après l'entrée de nouveaux pays dans l'OTAN en 2004, l'élargissement de l'Union européenne en 2004 et en 2007, ou encore la révolution orange survenue en Ukraine fin 2004, le gaz est utilisé par Moscou comme un moyen de pression dans ses relations avec l'Europe. On se souvient peut-être qu'en janvier 2006, Moscou a décidé de suspendre toute exportation de gaz vers l'Ukraine pendant plusieurs jours, car celle-ci refusait l'augmentation des prix exigée par le fournisseur russe. Or, c'est par l'Ukraine que transitent 80% des exportations de gaz russe vers l'Union européenne. Alors on comprend que cette coupure de gaz ait suscité de vives inquiétudes en Slovaquie, en Bulgarie, qui dépendent à 100% de la Russie pour leur approvisionnement en gaz,
mais aussi plus largement en Europe de l'Ouest. Au fond, la fourniture de gaz est aujourd'hui utilisée politiquement par Moscou pour faire pression, comme autrefois l'URSS avec les missiles SS-20. L'Union européenne peut chercher à diversifier ses sources d'approvisionnement. Il existe par exemple le projet Nabucco, qui est un gazoduc géant entre la Turquie et l'Autriche, long de 3400 km, et permettant d'acheminer du gaz de la Caspienne en contournant les gazoducs russes. Mais ce projet est très coûteux et peut s'avérer économiquement décevant si le gazoduc n'est pas relié aux champs iraniens ou aux champs kazakhs et turkmènes de l'autre côté de la Caspienne. Or aujourd'hui, le gaz venant d'Asie centrale est avant tout évacué par la Russie. Ensuite, l'Europe pourrait accroître ses importations de GNL, c'est-à-dire le gaz naturel liquéfié. Alors de quoi s'agit-il? Changeons d'échelle. Pour acheminer du gaz sur de grandes distances, il existe une technologie développée depuis les années 60 qui consiste à liquéfier le gaz pour le rendre plus dense et pouvoir le transporter par bateau. Cela suppose d'importants moyens, d'abord des terminaux de liquéfaction dans les pays producteurs, ensuite des méthaniers, ces énormes bateaux qui permettent de transporter le gaz liquide, et enfin des terminaux de regazéification à l'arrivée. En 2005, le GNL ne représentait qu'un cinquième du gaz transporté dans le monde, mais il s'agit là d'une technologie qui est amenée à se développer. Le Japon, par exemple, est de très loin le premier importateur mondial de gaz naturel liquéfié, ses principaux fournisseurs étant l'Indonésie, la Malaisie, l'Australie, Brunei et le Qatar. Le Qatar sera sans doute le premier exportateur mondial de GNL d'ici 2020. Ce pays investit massivement dans cette technologie car il dispose de 15% des réserves prouvées de gaz, soit une position de deuxième rang mondial derrière la Russie et à égalité avec l'Iran. L'Union européenne commence à parier sur le GNL, notamment avec les terminaux de regazéification qui sont situés en Espagne, aussi en France avec FOS 2 qui est en construction. Et ces terminaux permettent déjà d'importer le gaz d'Algérie, du Nigeria, d'Égypte ou encore du Qatar. Que peut-on retenir de tout cela? D'abord, la demande globale en gaz est en augmentation. Les réserves sont prometteuses, le gaz a un bon rendement énergétique et il pollue beaucoup moins que le pétrole ou le charbon. Sa combustion émet donc moins de CO2, peu d'oxyde d'azote, peu de dioxyde de soufre et pas du tout de poussière. Le gaz naturel liquéfié devrait représenter près de 40% des échanges mondiaux de gaz en 2020, permettant au marché gazier de s'internationaliser réellement. Le problème, c'est que les réserves de gaz sont concentrées sur quelques pays et Russie en tête. Or, on sait que ce pays n'hésite pas à utiliser cette énergie comme outil de pression diplomatique et économique. D'où la nécessité pour l'Union européenne, dont la Russie est le premier fournisseur, et parfois pour certains États membres le seul, de mettre en place une politique européenne de l'énergie en formant de grands groupes gaziers européens de taille mondiale.